Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Comme chaque semaine, comme vous le savez, nous invitons un auteur qui a soit produit un roman ou une poésie. Aujourd'hui, notre invité est romancier, inspecteur Pape Samba Diagne est notre invité. Monsieur Diagne, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Oh, Bonjour, pirogue, repêche-moi. Ça veut dire quoi? Chaque fois qu'on me pose la question, j'ai encore du mal à encore décrire ça. Mais je sais que le ressenti qui a été à la base de ça, c'est une sorte d'interpellation d'autrui, de quelqu'un qui pourrait sauver un autre autrui qui se sent en situation de désespoir, de danger, de détresse. C'est un appel au secours au piroguier. C'est une métaphore. Exactement. Parce que l'idée est que le Sénégal, qui vient à l'origine de Sunugal, notre pirogue, est dans l'océan, un océan hostile, inconnu. Cet océan qui symbolise le monde avec toutes ses contradictions, ses turpitudes, ses dangers. Et cette pirogue qui est le Sénégal est en train de nager en eau trouble vers une destination inconnue. Parce qu'on n'est même pas certain d'arriver à destination. Tellement il y a des problèmes, des hostilités, des obstacles autour. Et souvent, trop souvent même, des passagers de la pirogue, des Sunugaliens, des Sénégalais, tombent et risquent de se noyer pour toutes sortes de raisons. Ils n'ont pas de travail, leur école leur convient-il? Sur le plan économique, est-ce qu'ils peuvent s'en sortir? Sur le plan matrimonial, sur le plan du droit, de la justice, toute problématique qui risque de les noyer. Et à chaque fois qu'un de ces passagers sénégalais est dans cette situation, il appelle au secours. À la lecture du titre, on a l'impression que le salut de cette pirogue se trouve entre les mains d'un piroguier. Est-ce le cas pour le Sénégal? Le salut de cette personne en train de se noyer en danger est entre les mains d'un piroguier, mais encore faudrait-il avoir une perception large du concept de piroguier. Ce piroguier à qui on demande de l'aide pour ne pas se noyer, c'est déjà tout de suite et a priori le passager d'à côté. Nous lui demandons de nous tendre la main pour qu'on se réussisse dans la pirogue. Parce que dans l'océan, il y a les vagues, il y a la noyade, il y a les requins, il y a toutes sortes de dangers. Mais ce piroguier aussi, ce sont les pirogues, en fait, c'est les rameurs, c'est les responsables de la pirogue. C'est le piroguier qui est le responsable de la pirogue. Ce piroguier peut être le ministre de l'économie et des finances, ça peut être le ministre de la fonction publique, ça peut être le gouverneur de région, ça peut être le maire, ça peut être le Serigne Dara, ça peut être le policier qui a une faction dans la rue, ça peut être toute personne indiquée pour résoudre le problème. Quand on transfère la chose au plan de la vie de tous les jours, à chaque station, il y a quelqu'un qui est responsabilisé. Ce responsable, face à ces gens en danger qu'on lui a confiés, est le piroguier qui demande, enfin, qui doit aider pour sauver. Mais au premier chef, comme je le dis toujours, c'est toujours les chefs d'État.
mais à une plus grande échelle, c'est des institutions internationales. Ça peut être l'UEMOA, parce qu'il y a des problèmes qui peuvent dépasser le Sénégal en tant que pays. Ça peut se régler à l'échelle communautaire, sous-régionale ou régionale. En ce moment, le pirogué, ça peut être l'UEMOA et toutes ces entités dirigeantes. Ça peut être la CEDEAO, ça peut être l'Union africaine. Il s'agit juste d'interpréter la bonne personne, la bonne entité, pour qu'il vous aide à ne pas vous enliser. Et de façon concrète, nous sommes tous des piroguiers. Nous avons tous des responsabilités vis-à-vis de gens que Dieu ou la loi nous a confiés. Ça peut être le parent vis-à-vis de ses enfants. Il a le droit il a le devoir de les nourrir, de les soigner, de leur garantir une instruction, de les sécuriser, etc. Ça peut être le commandant de l'armée avec son peloton. Effectivement. Il a une responsabilité sur eux. Il doit les protéger du danger. Il doit les sécuriser pour qu'ils retournent à bon port chez eux après avoir reçu leur mission. Donc le piroguier, c'est toute personne qui est en situation de responsabilisation du fait de la loi, du fait de la tradition, du fait de la culture, du fait de la religion. Et qui doit s'employer dans le sens de mettre hors de danger les personnes qu'on lui a confiées. Voilà un peu, de façon triviale, comme je pourrais dire. On peut extrapoler, élargir. J'ai dit souvent que ça peut être le khalife général d'une confrérie. C'est une sorte de responsabilité que l'on confie aux êtres humains. C'est tout. Le choix du village dénommé Niaklol. Pourquoi ce choix et pourquoi cette dénomination? Une bonne question. Niaklol, c'est du Wolof. Promiscuité. Voilà, promiscuité. En bon français, c'est une sorte de pauvreté viscérale, dénuement total. Peut-être que nous sommes dans cette situation, nous, pays africains et pays sous-développés, et que Sunugal est un peu une sorte d'image de Niaklol. Nous tous ici, nous ne sommes pas riches individuellement. Nos États ne sont pas riches globalement par rapport aux États. Et donc, il y a une sorte d'état de pauvreté globale, viscérale. Ok? Je veux insister sur la précarité des Sunugaliens, des Africains en général et des pays africains. Parce que cette pirogue qui avance dans l'océan, elle veut aller vers le développement. Mais elle ne sait pas où est le développement. Elle croit y aller, elle croit trouver une voie, elle cherche la lumière et essaie de contourner les obstacles. Mais le conjoncturel le prend tellement qu'il se désaxe, qu'il change de voie, qu'il peut même couler. Mais tout ça, c'est la responsabilité du piroguier. Étant entendu qu'il faut qu'on s'entende aussi que tout le monde dans la pirogue est piroguier. Parce que si les gens s'imaginent que c'est les responsables seulement qui doivent s'employer, la pirogue va couler. Il y a des responsables qui ont été mis au devant, mais il faut que chacun sache qu'il a autant de responsabilités dans l'arrivée à bon port de la pirogue que les gens responsabilisés officiellement. Lorsque l'on lit cet ouvrage, on a l'impression qu'une bonne partie a été écrite à une époque pas du tout récente. Peut-être même en l'écrivant vous-même, votre esprit, votre conscience était dans une situation où peut-être s'arc-bouter des moments difficiles, de pauvreté, de promiscuité. Vous avez parfaitement raison. Je vous donne donc la parole.
Ce livre, je l'ai écrit dans les moments les plus difficiles de l'histoire de ce pays. Moi-même, j'étais étudiant. Je reprenais la première année de droit. Et nous sortions déjà d'une année blanche. Il y avait une atmosphère de pauvreté et de dénuement qui, chaque fois j'en parle aux jeunes, je pense que ça n'avait jamais existé parce que nous étions à la fin, nous sortions des ajustements structurels qui se sont terminés en 1994 et nous sortions aussi de la dévaluation. Il y avait une crise économique et financière terrible. Je me souviens, on avait délesté l'administration avec les départs volontaires parce qu'il fallait alléger les charges et les dépenses publiques. Beaucoup de services ont dû se débarrasser de leurs gardiens, de leurs chauffeurs, parce qu'il fallait réduire les dépenses. C'était les conditions des plans d'ajustement structurel. Donc les concours de recrutement, il n'y en avait presque plus. Et s'il y en a, on recrute 4-5 personnes. Donc les jeunes Sénégalais, maîtrisards, tout ça, étaient dans la crise. Ils étaient fatigués, il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien, il n'y avait que le ngor. C'est pourquoi j'insiste sur cette vertu qui transcende l'avoir, qui transcende le bien matériel et qui ne se retrouve que dans certaines sociétés dites traditionnelles. Il y a qu'on a pu traverser ces périodes de crise, ces dures périodes, parce que nous avons puisé dans nos ressources morales et spirituelles. Les gens ne se sont jamais engagés dans des entreprises suicidaires, comme prendre la pirogue pour aller à Barcelone. Pourtant, les choses étaient plus difficiles, parce que les gens avaient une identité qu'ils révisaient chaque jour au contact de l'autre. Les gens avaient des valeurs. Ngor de Sibok. Donc, si vous voyez les gens de Niakolol, ils n'ont rien. Mais chacun partage. Chacun aime l'autre. Personne n'essaie de nuire à l'autre ou de le voler. Exact. Et donc, il faut reconvoquer ces valeurs, surtout par ces temps qui courent où, avec les chocs exogènes, guerre d'Ukraine, tout ça, la paupérisation est en train ne fait que commencer, d'après certains experts. Et donc, nous devons faire une sorte de retour aux sources, parce que ce qui nous différencie des laïcs libres, échangistes, modernes, c'est que nous envisageons un au-delà. Nous avons la conviction que nous allons ressusciter et avoir une autre vie dans l'au-delà. Il y a une conscience religieuse qui dicte nos actions. Justement. D'ailleurs, certains disent qu'en Afrique, on ne se développera jamais, surtout chez les musulmans, parce qu'ils investissent non pas dans des entreprises à résultats immédiats, mais ils donnent à Dieu. La remise, c'est chez Dieu. Exact. Et donc, nous devons avoir une démarche particulière par rapport à autrui, aux gens, soi-disant, je ne veux pas dire les Occidentaux, mais en tout cas, aux laïcs. Nous, Sénégalais, nous, Africains musulmans, nous, Africains croyants, nous avons un plus qui fait que, quelles que soient les difficultés, l'acquisition du bien matériel n'étant pas une fin en soi, nous gardons l'esprit serein, nous gardons la foi, nous gardons la droiture, d'autant que il y a une solidarité qui est autour, qui cimente les relations et qui permet d'affronter les difficultés de la vie sans trop de bobos. Je veux aussi que les gens revisitent ces données, ces notions qui font la particularité de l'Homo sénégalensis et qui font que, contre vents et marées, malgré les problèmes que nous traversons, nous restons résilients, nous savons rebondir. Justement, rester résilient, savoir rebondir, endurant, persévérant, n'est-ce pas ce qui a motivé peut-être le choix de votre personnage principal, El Beïdi, oui,
Parce que non seulement c'est votre personnage principal, mais pas n'importe lequel, un paysan de surcroît. C'est un paysan. C'est un hommage aux paysans. C'est un... Je dis chapeau bas les paysans d'Afrique et du monde. C'est eux qui nourrissent le monde. Le monde est paysan. Je veux aussi rappeler par là que il y a une fracture sociale. Il y a les villes, Dakar, Saint-Louis, Thiès. Et il y a l'essentiel de ce pays qui est rural. On a l'impression parfois que les gens oublient que l'essentiel des populations sénégalaises sont des paysans. On investit beaucoup dans les villes, on urbanise, mais moi je veux qu'on ait une pensée pour ces gens humbles, dignes, sérieux, travailleurs, qui vivent dans leur campagne et qui n'ont pas le minimum aussi. Un certain équilibre territorial. Voilà, justement, c'est un équilibre. Heureusement que les politiques publiques en ce moment, parce que quand j'écrivais le livre, il n'y avait pas ces politiques publiques. Force est de reconnaître que le Sénégal est en chemin, parce qu'il y a toutes sortes de politiques publiques relatives au désenclavement des campagnes, à leur équipement. On parle d'électrification rurale, on parle d'agropole, on installe des infrastructures, des ponts pour créer des ponts justement pour qu'on ait un développement endogène. Mais quand j'écrivais ça en 92-93, il n'y avait pas tout ça. Donc, le livre me donne une certaine satisfaction quand je vois autour de moi, parce que moi j'ai travaillé à Kolda, je suis allé à Ziguinchor, je vois que ça commence à bouger. Et donc, je suis content, parce que je considère que ces gens-là, ce sont mes concitoyens, et qu'avoir une pensée pour eux, je me solidarise en fait de leur précarité. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc El Beidi, lui, c'est un paysan, mais j'utilise, je pense que vous avez dû remarquer, j'essaie de le rendre sympathique. Il y a beaucoup de gens qui ont lu le livre, ils m'ont dit, nous aimons El Beidi. Exact. Parce que c'est le Sénégalais lambda, avec ses humeurs. Qui, en dépit de toutes les difficultés, quand même, reste lui-même. Reste lui-même, attaché aux valeurs. Attaché à ses valeurs. Quelle que soit la situation, il se comporte bien. C'est ça la particularité du Sénégalais. Nos grands-pères, nos grands-mères nous ont éduqués comme ça. Quelle que soit la difficulté, tu as le bon choix. Tu ne mens pas, tu ne voles pas, tu n'envies personne, tu partages le peu que tu as. Tu es pieux, tu es solidaire, kenn du la yab, doo def loo mënul. Autant de valeurs yi nga xamee ni la société de consommation est en train de les déconstruire, voire de les détruire. Maintenant, c'est la course à... vers la guerre. Moi, je veux qu'on revienne aux fondamentaux. Chaque pays se développera par rapport à ses valeurs culturelles. Vous avez écrit ce livre, vous l'avez dit, dans les années 90. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Vous parlez de valeurs, vous parlez de retour à la source. N'avez-vous pas peur, ne croyez-vous pas que ce combat pour un retour à nos sources, à nos valeurs, à notre identité est un combat qui, je ne dirais pas peut-être perdu d'avance, mais qui quand même demande énormément d'efforts aujourd'hui, plus que jamais, parce que plus on avance, plus on perd du terrain. Oui. Vous avez parfaitement raison, Top. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est quand on regarde sur la société, il y a beaucoup de valeurs qui ont été déconstruites. Le libertinage a remplacé la liberté. Il y a une confusion de genre. Si vous suivez les réseaux sociaux, ce qu'on appelait la pudeur, ou les chaînes de télé, la pudeur sénégalaise qui mettait en valeur la femme sénégalaise est en train d'être déconstruite. Aujourd'hui, tout est violent. Violence physique, les images sont violentes, les gestes sont violents, les propos sont violents, parce que d'un coup,
toutes les ressources au monde Sénégal. New York Music, je pense que nous sommes les toutes dernières générations. Les gens sont en train de perdre ça parce qu'ils ne savent pas résister, ils n'ont pas le dispositif pour résister à la mondialisation des échanges. Et là, les responsabilités sont partagées. L'État, certainement, doit proposer un modèle capable de constituer un bouclier ou un filtre. Parce que la mondialisation en soi est une excellente chose. Parce qu'on varie le menu, mais il faudrait qu'il y ait un filtre culturel, sinon nous allons perdre notre identité. Et qui perd son identité, on ne peut pas se développer avec la culture de l'autre. À l'avènement de la mondialisation, Senghor avait théorisé le rendez-vous du donner et du recevoir. Excellent. Est-ce que nous n'avons pas reçu plus que nous n'en avons donné? Et peut-être même ce que nous avons reçu n'est-il pas pire que ce que les autres ont? C'est tellement inquiétant ce que vous dites. En réalité, la question c'est: est-ce que nous avons reçu ce qui est bien? Peut-être que nous avons reçu ce qui nous a mis dans cette situation. La société de consommation propose deux types de produits. Des bons produits, des mauvais produits. Les gens, je pense qu'ils sont enclins à consommer de plus en plus les mauvais produits. Médiatisé. Le voyeurisme est devenu le principe. L'individualisme dans les sociétés comme Dakar est en train de détruire ce que l'Afrique a de plus cher, la famille. Or, quand vous voyez les sociétés d'où ça vient, ces gens-là se sont heurtés à un mur. Qu'est-ce qui faisait le Sénégal? La vie en concession. La vie de famille. Les enfants sont là à la maison avec leurs épouses, le papa il est là. Déjà, économiquement, ça allège les dépenses. D'ailleurs, la mondialisation n'est rien d'autre qu'une société, qu'une concession globale. Où chacun apporte quelque chose et reçoit. Aujourd'hui, à Dakar, pour vivre mieux, il faut vivre en famille. Et chacun apporte ce qu'il a. Mais nous sommes dans une sorte de cercle vicieux de l'individualisme. Chacun utilise ce qu'il a, vit au-dessus de ses moyens et s'occupe pas de l'autre. C'est violent et ça crée de la violence. Parce que ceux qui n'ont pas... Pour sortir de cette situation, certes, on peut faire un diagnostic, une échographie de la société telle qu'elle se présente, y voir les soucis, les problèmes. Mais si nous devions essayer de trouver des solutions, en dehors de ce retour à la source, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour que ce problème d'ordre économique, vous l'avez dit, on peut parler de la terre, du rôle du paysan, de ce que la terre apporte à l'homme. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, nos politiques publiques, comme vous l'avez dit, devraient être orientées vers l'exploitation de ces terres? D'autant plus que l'on a dit depuis des dizaines d'années maintenant, des décennies disons, que c'est la terre qui peut sortir l'Afrique de cette situation. Ouais. Vous avez raison, vous avez parfaitement raison. Et les politiques publiques en ce moment sont orientées sur ça, sur l'autosuffisance alimentaire. Maintenant, on parle de souveraineté et de sécurité alimentaire. Les gens sont dans ça. Mais pour revenir au livre, ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout que les gens se ressaisissent. Surtout. On a l'impression que on est en train de perdre notre identité culturelle. Nous sommes des Africains. Nous avons une histoire. Nous avons un présent, nous avons un futur. Mais ce futur ne peut être construit que sur la base de notre identité culturelle. Chaque pays va de l'avant par rapport à ses représentations et à ses réalités culturelles. D'ailleurs, j'ai fait un petit clin d'œil. Heureusement que
beaucoup de Sénégalais ont compris ça. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, la répudiation, elle est interdite en droit, dans le droit sénégalais qui est d'essence napoléonienne. Et dans la mise en œuvre, nos cadres, nos juges, gèrent ça avec beaucoup de subtilité. Vous n'entendrez jamais quelqu'un aller en prison parce qu'il a répudié. Pourtant, il y a un départ. Son application conformément à nos réalités culturelles. Voilà. S'asseoir dans les rues, là, texte bon. Mais c'est interdit. Vous entravez la liberté d'aller et de circuler des gens. Vous n'avez jamais vu un policier arrêter quelqu'un pour ça? Non. On a tropicalisé ce droit. Des exemples comme ça, il y en a à gogo. Dernier exemple. Mes frères Paul, là, ils ont toujours leur sabre avec eux. Vous savez que ça, c'est une arme blanche. Vous n'avez jamais vu quelqu'un, un policier arrêter parce qu'on transfère, on adapte. Nous sommes sur la voie, mais c'est une sorte d'alerte aussi pour que les gens renforcent la culture. Parce que c'est ce qui fait qu'on parle de Sénégalais. Le type sénégalais, dont nous sommes fiers, hein, parce que ce n'est pas n'importe qui le Sénégalais, en termes d'éducation, de teranga, d'ouverture, il faudrait renforcer ce type de Sénégalais face aux agressions culturelles via les médias et les réseaux sociaux qui viennent de toutes parts. Parce que si on perd cette identité, on va emprunter une voie de développement qui ne sera pas assise sur la culture sénégalaise et qui ne nous mènera nulle part. Pape Samba Diagne, mon technicien, m'a fait savoir que c'est la fin de l'émission. Un très grand plaisir de vous avoir reçu. C'est un très grand plaisir, moi aussi. Le dernier mot. Je vous remercie. Je remercie les amis de Harmattan, Pape Senghane, Bachir, Diallo. Et je suis content d'avoir été là. J'ai bien apprécié ces moments. Dommage qu'ils soient un peu courts. Mais bon, il y aura une prochaine fois certainement. Exactement. Je vous remercie encore. Merci beaucoup, vous téléspectateurs qui nous avez suivis. C'est Monsieur Pape Samba Diagne, l'auteur de cet ouvrage Repêche-moi au piroguier. Cet ouvrage est disponible dans la librairie L'Harmattan Sénégal, mais également dans le site L'Harmattan Sénégal et L'Harmattan France sur Amazon. Merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine. Merci.